Hey, je vais te dévoiler ici la composition de mon PEA-PME, sa performance annualisée et le plus important, la place qu'a mon PEA-PME dans ma propre gestion de patrimoine. Et en prime, un petit rappel sur les grands avantages de cette enveloppe, bien trop utilisée, car un point presque jamais abordé et une fois l'indépendance financière obtenue, faut-il consommer plus que les intérêts annuels ou le transmettre à nos héritiers ou proches? Avec cette vidéo, tu sauras tout ça par cœur. Oh yeah! Et surtout, tu verras une action très souvent aimée des investisseurs et très connue qui est au final vraiment pas recommandable, vu le vol qu'on subit dessus si nous sommes actionnaires. Ne l'oublions pas, le PEA-PME est, je le pense, la seconde meilleure enveloppe pour investir. On verra en fin de vidéo à quelle personne elle correspond plus et comment maximiser son utilisation pour un gain fiscal pouvant largement atteindre la centaine de milliers d'euros. Et aussi, je te montrerai une action très populaire des investisseurs dont je cherche à me débarrasser contre l'avis de la majorité des pros du secteur. Le PEA-PME, soit plan épargne en actions de petites et moyennes entreprises, est comme son nom l'indique, cantonné à l'achat de sociétés de petite ou moyenne taille. C'est un PEA-PME par personne, 2 par foyer fiscal, et on peut y verser jusqu'à 225 000 euros par personne. En fait, le PEA ordinaire, lui, est bien limité à 150 000 euros de versement par personne. Pour le PEA-PME, c'est différent. On peut y verser autant qu'on veut tant que le total des versements sur les deux PEA n'excède pas 225 000 euros. Le PEA étant plus flexible et ayant plus de support, autant mettre le maximum donc sur le PEA simple et le reste, ce qui dépasse, sur le PEA-PME. Donc 150 000 euros de base sur le PEA et 75 000 euros sur le PEA-PME. Pour un couple, c'est donc 2 fois 150 000 euros de versement pour le PEA normal et 2 fois 75 000 euros de versement pour le PEA-PME. Ces deux enveloppes permettent donc d'avoir investi en couple plus de 450 000 euros de versement. C'est pas mal, non? Si tu veux plus d'informations sur l'enveloppe, j'ai fait une vidéo dédiée il y a à peu près 4 mois qui t'apprendra tout ce qu'il y a à savoir dessus. Je suis à ce jour précis à 16,4% de croissance par an depuis 3,4 années, sachant que le rachat pour la sortie de la cote de l'entreprise S2I au cours de 70 euros m'a fait gagner 1% de performance annualisée depuis son ouverture. Et je le précise, je n'ai pas fait de DCA sur le PEA-PME les 3 premières années, j'y ai mis une certaine somme à l'ouverture, puis plus rien pendant presque 3 ans, et cela va faire une année que j'investis à nouveau dessus, minimum 500 euros par mois, et cela continuera jusqu'à ce qu'il soit totalement rempli. Soyons sincères, le fait de ne pas ajouter d'argent a donc mécaniquement augmenté la performance. Comparé au PEA ordinaire, nous n'avons pas accès aux ETF ni à des produits avec du levier dans le PEA-PME. N'oublions jamais d'ailleurs que les produits leviers sont réservés à un très haut niveau de risque. Les performances sont extraordinaires, souvent, mais on peut aussi se retrouver à perdre 55% de son investissement. Même si les petites capitalisations historiquement superforment les grandes, il faut aussi noter que ce type d'investissement, c'est fondamentalement plus risqué que les grandes capitalisations. Commençons par mes positions les plus anciennes. Tu l'auras forcément vu venir, ma première position depuis l'ouverture qui représente entre 40 et 50% de cette poche et le fonds Indépendance et Expansion Europe. Ce fonds classique est parmi les leaders mondiaux en termes de performance au long terme avec un niveau de risque de 4 sur 7. Ils ont aussi sur un autre fonds eu 13,3% par an sur 32 ans. Que ce soit le S&P 500, le Nasdaq ou le MSCI World sur 30 ans, tous sont largement battus par la performance de ce gérant qui mise simplement sur les critères quality, value en smart beta et sur des boîtes peu chères et plus rentables que le marché. D'ailleurs, je remarque souvent que les stratégies les plus performantes sont souvent les plus simples, excepté le fonds Médaillon par exemple. Ce fonds en version compatible PEA-PME a généré ce jour 15,3% annualisé depuis sa création en 2018. Ça n'a l'air de rien, mais 15,3% par an net de frais, c'est juste énorme. Et c'est pour cela que ce fonds a toujours eu entre 40 et 50% de mon allocation sur cette enveloppe. Et qu'il est aussi présent dans mes contrats CAPI personnes morales et physiques, ainsi que mes PER. C'est donc clairement un fonds Smart Beta éligible partout et qui a su performer tous les indices US à long terme, malgré des frais bien plus importants, mais totalement inclus et compensés par la performance. J'ai fait 2 vidéos sur ces supports, donc si tu veux t'y attarder, je t'invite à les voir. Je vais surtout dévoiler mes autres positions, sachant que toutes datent de début 2021 et que cela n'a fait qu'une année que j'ai recommencé à ajouter 500 euros mensuellement. Et justement en fin de vidéo, je vais changer tout ça. Puis celle qui me manque atrocement est l'action S2I, une vraie pépite de la bourse. Pour résumer, acheter à 27 euros, petit dividende mais fortement croissant,
retrait de la cote à 70 euros, augmentation du CA de 13% par an sur 10 ans, mais surtout une augmentation de résultats nets de 22% par an, ce qui est génial et qui démontre l'efficience de la structure. Voir le résultat net qui augmente bien plus vite que le CA est un excellent signe pour moi, à condition que cela soit régulier. Pour ma part, j'ai fait 200% inclus sur cette position, mais en réalité c'est plutôt faible si on relativise sur ce titre, car sur 5 ans elle a fait x4,8, donc plus de 5% en plus que ma performance, et sur 10 ans elle avait fait x12, et surtout un retour à l'actionnaire sur 10 ans de 21% par an. C'est l'indicateur TSR dont j'ai parlé quelques fois. Depuis cette vente, c'est donc ma seconde position action en direct, depuis presque 4 ans qui est devenue la première. Ma première position action en direct, qui date aussi de presque 4 ans, est un peu particulière et se nomme IDI. Et c'est extrêmement dur à croire, mais sur le site de l'action qui est mis à jour régulièrement, sur toute la presse boursière depuis 1991, la société affiche un retour à l'actionnaire de 15,8% par an, dividende réinvesti, donc un TSR de 15,8% par an. C'est simple, cette stat est tellement marquée partout que je n'ose imaginer qu'elle est fausse. Et en tout cas, elle est actualisée car il y a peu, il était marqué 16,2%. Néanmoins, avoir eu 15,8% pendant 34 ans, c'est juste une performance incroyable. 100 euros investis par mois dedans ferait en 34 ans un capital de 40 000 euros investis pour un gain de 1 157 000 euros. Je pense que maintenant tu commences à comprendre ma stratégie globale. Je n'investis que dans des supports qui ont de fortes chances de surperformer à long terme sur plusieurs cycles économiques, quitte à être très concentré et si possible aussi des actifs majoritairement décotés. IDI est une entreprise spécialisée dans le capital investissement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a à la fois des positions court terme, moyen terme et long terme. Donc ce type d'entreprise ne s'analyse pas comme une action ordinaire. Le CA par exemple, il n'est pas réellement pertinent. Une analyse de la boîte et de tout son portefeuille de participation prendrait 30 minutes. Mais retenons ici qu'il faut regarder l'évolution de l'actif net, la dette de la structure, la diversification de ses participations en termes de secteur, et si elle est peu diversifiée, je dirais qu'il vaut mieux analyser ses participations qu'elle-même. Et si elle a trop de projets comme ici pour bien le faire, concentrons-nous sur l'augmentation de l'actif net. De plus, plusieurs cadres sont actionnaires et ce point est très important pour moi personnellement. Avec mon PRE, cela me fait un petit dividende de 6% par an que je réinvestis dans l'entreprise. On peut noter une croissance du dividende d'ailleurs de 7,40% par an sur 5 ans. Si cela continue, cela produirait un mignon dividende de 12,4% dans 10 ans, sachant que la dernière année, il a augmenté de 8,7%. Pour moi, il est relativement rare de racheter des actions de l'entreprise qui me distribue des dividendes. Avec Indépendance Expansion, c'est ma seule position que je suis certaine de garder les 5 ou 10 prochaines années. On peut aussi noter qu'elle bénéficie d'un score de sûreté du dividende de 14 et de croissance de 19. Avant mon transfert du PE-PME, j'ai eu une position pendant 2 ans sur un très bon fonds qui se nomme HMG Découverte. Sur le long terme, il a lui aussi largement surperformé les indices. Bon, il est un peu en dessous d'Indépendance et Expansion, mais n'ayant pas d'ETF sur PE-PME, j'ai voulu diversifier un petit peu. Et après le transfert, ce support n'étant plus disponible, j'ai préféré solder la position et en acheter via ma société. Ce qui est très problématique car en début 2024, j'ai donc récupéré tout le cash de S2I qui représentait gain inclus presque 30% du PE-PME plus ces 10%, sachant que je vais aussi prochainement vendre la troisième position action que j'avais depuis 3 ans. Il s'agit de Katana. C'est un fabricant de catamarans qui mériterait une vidéo dédiée. L'entreprise est en train de se restructurer afin de se concentrer en prestations sur la location d'un type de catamaran. C'est une boîte très souvent appréciée des investisseurs qui a fait un petit x10 en 7 ans, mais c'est pour être franche ma pire position action sur 3 ans, avec un retour d'à peine 38% dividende inclus. Si on regarde du point de vue qualité, c'est une super boîte. Croissance des free cash flow de 18%. Bon, point négatif qui est le contraire de celui de S2I et que le CA augmente bien plus vite que les free cash flow. Néanmoins, pour une entreprise d'un secteur si cyclique, c'est moins grave. On a un nombre d'actions qui a augmenté de 3%, ce n'est pas dramatique, mais ça ne doit pas augmenter davantage. On a aussi un ROCE de 15%. Si on regarde ainsi, c'est plutôt pas mal. Donc CA très constant, résultat net hors 2022 largement en croissance aussi depuis 2017, puis une valorisation qui devient plus attractive avec un PER qui baisse, et un petit dividende entre 2 et 3% avec un payout ratio de 24%. Et justement, ils ont l'objectif d'avoir moins de croissance de chiffre d'affaires, mais ils marchent bien plus haute. C'est d'ailleurs l'objectif de cette restructuration. Maintenant, tu vas me dire,
on a une boîte en croissance qui a un ralentissement de croissance mais une augmentation des marges, donc au final un BNPA en croissance, une valorisation très faible alors que les fondamentaux restent très bons, et l'occasion de renforcer un maximum puis indépendance et expansion en racheter, tu vas aller contre un des meilleurs gérants de fonds. Justement si, car il y a un critère très peu abordé qui est l'alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires. En résumé, la famille fondatrice détient 28% des parts et 42% des droits de vote. Et en fait, Katana s'est concentré pour produire seulement des catamarans de la marque Bali. C'est le nom du catamaran. Et justement, cette marque appartient à 100% à la famille, ce qui fait qu'à chaque vente de bateau, Katana doit payer des royalties à Bali, et l'usine qui les produit appartenant à la famille et non à Katana, il est assez opaque de savoir les marges de la boîte par bateau produit. Sachant qu'elle s'est spécialisée dans une gamme, disons, un peu inférieure à ce qu'elle faisait, je trouve cette opacité problématique. Pour les bénéfices de Katana, ils ont droit qu'à 28% de la distribution, de par leur propriété du capital social en cas de dividende, mais pour leur société familiale, ils sont propriétaires à 100%, ce qui signifie qu'ils se sont introduits en bourse pour avoir des capitaux des marchés financiers, et qu'au final, ils peuvent en prendre directement une partie pour leur famille. Je ne dis pas qu'ils en abusent forcément, mais vu qu'ils ont racheté l'usine à Katana pour ce montage, en toute logique, ce n'est pas pour rien. Dis-moi d'ailleurs ton avis en commentaire. J'y suis déjà en plus un peu exposée via Indépendance et Expansion Europe, et au final, ça me suffit largement. J'ajoute pour conclure, oui, elle est plus rentable que ses concurrents et a une très belle croissance, mais ça ne fait que 6 ans que c'est le cas. Il ne faut pas l'oublier. A few moments later. Alors je viens de trouver ma réponse, avec un créateur de contenu qui se nomme V-Invest, et j'ai un peu la flemme de remonter la vidéo. Effectivement, le pire était bien à craindre, et je ne regrette pas de vendre. Katana a payé 4,3 millions en 2022 pour 148 millions de CA, soit 15% du résultat opérationnel, c'est juste énorme. Et je regrette même de ne pas avoir davantage fouiné. J'ai déjà pu échanger avec Indépendance et Expansion plusieurs fois, je serais d'ailleurs ravie de leur demander leur avis sur ce point-là. On a donc la famille qui prend 15% du résultat opérationnel de l'entreprise. Comme mentionné par ce créateur, c'est comme s'il prenait un énorme dividende équivalent à 3% du chiffre d'affaires, mais sans faire profiter les 72% des autres actionnaires. Plus donc le petit dividende que tout le monde a. À ce rythme, c'est dommage de ne pas pouvoir acheter des actions de la boîte familiale, ça a l'air bien plus rentable. J'ai aussi depuis des années une petite position sur Valorec, mais qui ne représente que 8% du capital investi. C'est une boîte très connue, mais que je vais conserver sur du court terme, type 2 à 3 ans. Je pense le temps d'avoir d'autres opportunités simplement. Pour la petite anecdote, accroche-toi bien. En 2007, elle était montée jusqu'à 1645 €. À ton avis, maintenant, on est à 1500, 500, 150 ou 15 €? Bravo pour les gagnants. Elle est actuellement autour des 16 €. Et je l'ai acheté globalement à 9,91 € en mi-2021. Pour résumer, c'est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure. Pour des usages industriels, ils sont très utilisés pour l'hydrogène et de ce fait, c'est un partenaire de long terme avec Air Liquide. Avant de te donner les nouvelles pondérations issues de la vente de S2I, de Katana et de HMG Découverte, il convient de parler un peu de l'enveloppe PEA-PME en gestion de son patrimoine. Contrairement à ce que l'on pense, la majorité des enveloppes possèdent de nombreux mécanismes qui sont rarement automatiques sauf pour l'assurance vie. Ils permettent de cumuler des avantages fiscaux de manière à démultiplier leur impact sur le PEA ou le PEA-PME, c'est différent. L'avantage fiscal pendant la vie du souscripteur est tellement puissant que pour la succession à des enfants, il n'y a aucun réel avantage fiscal. Ce que je trouve regrettable comparé à ce que l'on peut faire avec d'autres enveloppes avec des centaines de milliers d'euros d'impôts, de droits de succession que l'on peut facilement gagner, économiser tout en purgeant les gains. Ce qui signifie que toutes les personnes d'un certain âge devraient laisser l'argent sur les enveloppes avec de gros avantages en transmission type CTO ou une enveloppe encore mieux dont je parlerai dans une prochaine vidéo, qui si on cumule ces dispositifs ou même l'assurance vie se fera massacrer en termes de gain fiscal total. Notons par contre qu'en succession, l'assurance vie, même si ce n'est pas le meilleur, cela reste bien mieux que le PEA-PME. Le seul cas où j'ai vu que c'était très puissant, c'est pour un couple marié. Il y avait une clause d'attribution intégrale, en résumé cela évite la paperasse, cela évite de payer certaines taxes, et le conjoint survivant récupère le patrimoine du décédé. Dans ce cas-là, le PEA n'étant pas clôturé au moment du décès, le conjoint survivant pouvait vendre quand il souhaitait les titres. Du coup, double bel avantage, il pouvait attendre d'avoir besoin d'argent, mais surtout il pouvait attendre un haut cycle en bourse afin d'avoir bien plus de gains. Du coup, entre son PEA individuel puis celui du proche décédé, c'est puissant. C'est le seul cas à ma connaissance où temporairement nous pouvons avoir 2 PEA pleins pour une personne.
Petite parenthèse, la clause d'attribution intégrale est déconseillée en cas d'enfant d'une précédente union. Même s'il existe l'action en retranchement, autant éviter la paperasse et la justice tant que c'est possible. C'est aussi pour ça que ça m'horripile quand je vois des CGP qui, à des clients de 64 ans, leur font vendre un bien immobilier pour mettre sur un PEA chacun du couple, alors qu'il est notifié que c'est pour transmettre et non pour consommer. Si tout cela est bien fait, on peut transmettre des sommes vraiment énormes et le PEA est juste la pire enveloppe pour faire ça. On peut réellement aller bien plus loin que les 100 000 € par enfant et par parent et par 15 ans, ou les 152 500 € de l'assurance vie. Et même un CTO à transmettre peut être beaucoup mieux si cela est bien fait. Et je parle avec la fiscalité des gains inclus, et non uniquement des droits purs à la succession. Pour conclure, avant de te dévoiler la future composition et les prochains thèmes de vidéo, je te dirais que cette enveloppe n'est pas faite que pour être consommée, mais surtout pour être consommée à un moment précis. C'est-à-dire à un moment où vous payerez à côté dans vos revenus beaucoup d'impôts sur le revenu. Car le principe des PEA, c'est l'exonération de l'IR après 5 ans, et que les prélèvements sociaux à régler. Donc forcément, si on a une TMI de 11 ou de 0, c'est bien, mais ce n'est pas fou. À partir de 30, c'est bien, mais à 41 ou 45, c'est parfait. Pour ceux qui ont des revenus pro plus fonciers, plus des dividendes, là, c'est véritablement le plus optimal et c'est évidemment dans ce sens-là où je souhaite m'en servir afin d'avoir moi-même des revenus complémentaires, peu taxés lorsque j'aurai le plaisir de payer les impôts et les taxes françaises type URSSAF, IR et IS. Même si on peut énormément réduire ces factures légalement et d'une multitude de manières. J'ajoute aussi que c'est une sécurité pour moi si mes projets se passent mal. Et oui, je suis tellement diversifiée en prestations que j'ai du mal à y croire, mais peu importe les probabilités, je trouve ça très sain d'anticiper un maximum. Donc, pour aller droit au but, mon PEA-PME va avoir la pondération suivante. Même si c'est un peu ennuyant, ce qui compte c'est la performance. 64% des fonds actuels sur Indépendance Expansion Europe, 24% sur IDI et 12% sur Valoric. Sachant qu'avant S2I représentait presque un tiers et que j'aurais voulu que ça continue longtemps. Je t'ai épargné quelques positions que j'ai gardées moins de 12 mois depuis 4 ans. J'attends désespérément de bons dossiers décotés. On entend souvent dire que tout est un peu cher en small caps, mais je peine à être satisfaite par les boîtes actuelles. Pour les prochains thèmes, il y a 5 choix, donc je t'invite à voter. Une vidéo sur les scandales de BlackRock et sur sa puissance géopolitique et économique actuelle. Une vidéo bilan sur mon PEA et CTO pour voir la performance depuis que j'ai commencé à indiquer tous mes ordres avec PRU et date dans ces 2 vidéos-là. Thème 3, l'action totale est-elle une opportunité? Thème 4, le bilan de mon all-in sur Téléperformance, sachant que j'ai à ce jour, du 8 mai, 74% du PEA dessus. Donc est-ce que je continue le all-in ou comment je vois la suite? Et thème 5, Stellantis, pourquoi malgré les résultats géniaux, je quitte le navire tant que le prix n'est pas à 15 €. Si une vidéo sur ma wishlist PEA-PME te plairait, n'hésite pas à me le demander, je rajouterai ce thème avec plaisir. Tu auras noté le jeu de mots nul sur le navire avec katana. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très bientôt.